cette salle et à distance pour ceux qui sont là, pour discuter peut-être de questions un peu plus techniques, un peu plus administratives qui peuvent se poser. Et pour toutes les autres questions que vous avez encore liées à la pédagogie, etc., je vous invite plutôt à aller dans les ateliers, discuter avec les enseignants et les étudiants, parce que là, nous, on va vraiment parler de concours et de questions un peu précises. Et pour ça, je suis assistée de deux formidables personnes. Donc, Fatiha Fatmi, qui est la gestionnaire de l'école du paysage et qui s'occupe de toute la partie, justement, coordination pédagogique. Son travail est essentiel. Donc, c'est auprès d'elle que si j'ai des questions un peu précises, dont moi, je n'ai pas forcément toujours la réponse. Donc, Fatia est là. Et puis, Stéphanie Rollet, qui s'occupe avec nous aussi de toute la question des stages. Alors, bien sûr, ce n'est pas mis à l'ordre du jour de cette réunion, mais il y a peut-être des questions là-dessus. Donc, voilà, Stéphanie aussi m'aide à piloter ce sujet-là et notamment tout le travail de relation avec les partenaires. Voilà, donc je vous remercie vraiment toutes les deux d'être avec moi. Je me sens plus solide quand elles sont là. Moi, je peux dramatiser, mais c'est elle qui gêne après. Vous êtes là, voilà, super. Donc on va peut-être parler, je vais parler pendant peut-être un quart d'heure pour vous présenter un peu les voies d'accès à l'école, mais ensuite l'idée c'est plutôt de répondre à vos questions parce que je pense que ce sera plus vivant et puis vous avez sûrement des questions auxquelles je ne vais pas penser. Et alors, donc on a trois possibilités d'accès à l'école. La première, c'est en première année, c'est un concours de l'école de la nature et du paysage, donc de l'INSA contre Val de Loire. Et ensuite, on a deux autres voies d'accès, une en troisième année et une en quatrième année, qui sont des voies d'accès qui sont coordonnées avec les autres écoles de paysage délivrant le diplôme d'état paysagiste. Donc, c'est-à-dire l'école de Versailles, l'école de Bordeaux et l'école de Lille. Donc, on est ces quatre écoles réunies ensemble et on fabrique ensemble les modalités, les épreuves et l'évaluation. Et ensuite, la répartition des candidats selon leurs vœux dans les quatre écoles. Ça, c'est un peu compliqué, je l'avoue. Donc, en tout cas, ce que peut-être retenez, c'est que la première année, c'est vraiment interne à l'école du paysage de Blois et que la troisième et la quatrième année, c'est commun aux écoles de paysage. Donc, pour tout ce qui est en première année, c'est Fatia qui gère tout en interne. Et alors qu'en troisième et quatrième année, il y a Fatia qui fait quand même un gros travail de discussion avec les étudiants et d'orientation. Mais ensuite, c'est un secrétariat commun aux écoles de paysage qui gère tout ça. Et vous avez en bas, dans le hall, des petits papiers qui vous précisent tout ça, et notamment un papier qui est fait que pour cette voie d'accès, avec des détails si besoin. Alors maintenant, je vais détailler les trois voies. Donc la première, c'est la voie d'accès en première année. Disons que c'est notre voie stratégique et royale depuis la création de l'école. J'en ai profité pour vous mettre une photo derrière moi, qui est une photo très ancienne. Je pense que c'est une photo qui a été prise dans les années 2000. Même peut-être avant 2000, c'est l'épreuve, une des épreuves d'admission à l'école qui existe et qu'on a toujours aujourd'hui, donc qui existe depuis la création de l'école. Sauf que là, à l'époque, c'était dans la halle au grain. La halle au grain, c'est une sorte de monument, blésois qu'on occupait à l'époque pour organiser les concours, parce qu'au tout début, avant qu'on intègre cette école, ce bâtiment, l'école du paysage était de manière provisoire installée dans des préfabriqués, un peu comme ceux qui sont sur la place en ce moment, mais qui vont partir dès demain, dès lundi. Bref, je m'égare. Donc en fait, c'était pour vous montrer qu'il y a une forme quand même de continuité dans notre arrivée à l'école, dans notre voie d'accès à l'école, puisque cette épreuve que vous voyez en photo derrière moi, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors pourquoi je vous dis que c'est la voie royale? Ça ne veut pas dire que les autres voies ne sont pas intéressantes et elles dépendent du projet de chacun, évidemment. Mais on est quand même une école qui a construit toute sa pédagogie sur la continuité des 5 ans, avec notamment le premier cycle, la première et la deuxième année, où il y a, disons, beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'expérience aussi pour fabriquer sa propre écriture des choses, pour découvrir beaucoup de matières différentes, d'expériences différentes. Et puis, on commence à travailler l'échelle du projet, et notamment l'échelle en première et deuxième année, l'échelle plutôt... on se pose plein de questions, mais c'est souvent, en tout cas en deuxième année, l'échelle, disons, moi j'aime bien dire de l'espace dont on arrive à peu près à définir les limites. Donc, c'est-à-dire une place, un jardin, un jardin thérapeutique, un réseau de délaissés, par exemple, dans un village. Et à partir de la troisième, quatrième et cinquième année, on entre donc dans le cycle DEP, où là, on va être quand même dans une visée plus professionnalisante, où on va plus chercher la complexité des pratiques du paysagiste. Et donc, c'est là où on va
aborder, comme je l'ai expliqué ce matin, et je ne vais pas revenir en détail maintenant, mais on va aborder des notions beaucoup plus complexes, à l'échelle urbaine en 3e année, c'est vraiment l'année de la ville, et à l'échelle du grand territoire en 4e année. Donc à chaque fois, il y a des outils, je ne vous les détaille pas, mais il y a des outils et des matières différentes qui sont enseignées dans chacune de ces années, en fonction justement de l'évolution un peu spatiale du projet. Donc, l'école, elle a été fondée au départ sur vraiment ce principe des 5 ans. On continue à penser, vous voyez, d'une manière continue. Hein. Et donc, la voie d'entrée en première année, c'est un concours qui se situe au mois d'avril, sur une journée entière pour le candidat, sur plusieurs journées pour nous, où on a besoin de rencontrer l'étudiant. C'est vraiment cette idée de rencontre qu'il faut, je pense, retenir. Alors, il y a plusieurs épreuves. Il y a une épreuve d'anglais, une petite épreuve d'anglais, disons, en temps. Il y a une épreuve de dessin, qui est un petit peu plus importante, qui est, je crois, sur 3 heures. Et combien de points 38 points. 38 points. Fatia, c'est tout. Heureusement qu'elle est là. Et ensuite, il y a un oral, un entretien avec un jury qui est composé de 4 personnes, 2 enseignants de l'école, un élève de 5e année de l'école et une personnalité invitée qui généralement vient de la région et qui est reconnu pour ses compétences professionnelles, mais ça peut être très varié. On essaie justement, ça peut être autant quelqu'un de la bibliothèque universitaire que le directeur du CAUE, qu'un élu, que quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Enfin, voilà, c'est des gens très variés, mais qui ont un regard et qui vont apporter aussi un regard sur la rencontre avec l'étudiant. Donc, je reprends un peu dans l'ordre. L'épreuve d'anglais, donc, qui est donc sur 12 points, elle se situe plutôt en début de journée. Et donc, c'est un travail sur il y a un sujet qui est proposé par nos enseignants d'anglais et qui correspond en gros c'est un peu classique hein, comme épreuve, mais qui correspond à la validation de certaines compétences, comme on dit dans les langues, notamment la compétence de la compréhension écrite et de l'expression écrite. Ensuite, donc ça dure 45 minutes, quelque chose comme ça, 1 heure. Ensuite, donc, il y a l'épreuve de dessin, qui est une épreuve, comme on le disait un peu ce matin avec Paul, qui était à mes côtés, qui est une épreuve qu'il faut presque penser comme un premier cours, un premier atelier de dessin, puisque les enseignants sont en relation avec les étudiants, vont interagir, vont leur proposer des choses. Et là, les étudiants sont amenés à réfléchir, à traduire un dispositif qui est installé au sol, un peu comme vous le voyez sur la photo, et où l'étudiant lui propose de changer d'échelle. C'est-à-dire que si au milieu d'un conglomérat d'objets, donc très souvent des objets liés plutôt aux matériaux, donc du bois, de la pierre, du plastique, etc., du papier, si on se met à l'échelle d'un petit personnage, comme un Playmobil, qu'est-ce qu'on pourrait percevoir? C'est le fameux jeu de l'échelle, on change d'échelle. Ça, c'est un exercice qui sert avant tout à s'exprimer, évidemment, comme tout travail du dessin, mais qui sert aussi à voir dans l'espace, à faire une forme de première gymnastique de perception de l'espace. Donc cette épreuve, elle dure 3 heures et elle est encadrée par 2 enseignants, et donc il y a toute une série de conseils et de consignes qui sont transmises aux élèves. Donc, comme on en parlait un peu ce matin, il ne faut pas en avoir trop peur, mais en même temps, vous pouvez quand même vous entraîner. Et l'idée, c'est bien de se rendre disponible pendant ce temps-là aux propositions qui seront faites par les enseignants. Généralement, s'ils vous disent quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière, donc je vous conseille quand même à peu près essayer d'entendre ce qu'ils disent. Et il n'y a pas un dessin, c'est pas 3 heures sur un dessin et il faut qu'il soit le plus précautionneux possible. C'est pas du tout l'idée, c'est plutôt de s'entraîner, c'est plutôt d'expérimenter, c'est plutôt de changer de point de vue. C'est pour ça que vous voyez des étudiants qui peuvent être allongés ou assis. Et donc, il y a beaucoup de dessins différents tout au long de 3 heures, on peut en faire beaucoup. Donc ça, c'est l'épreuve de dessin. Et ensuite, donc, comme je vous le dis, il y a l'épreuve d'entretien. Donc cet entretien, il est réalisé, donc c'est une demi-heure d'entretien. Avant l'entretien, l'étudiant a un petit temps de préparation de l'entretien, qui dure une demi-heure, le temps de préparation, autant que l'entretien. Et en fait, pour déglacer un peu l'atmosphère, parce que parfois ça peut être impressionnant un peu, bien sûr, un entretien devant 4 personnes, et là on sait bien qu'on a aussi affaire à des jeunes gens, qui parfois peuvent être un peu impressionnés. Donc, on commence par déglacer l'atmosphère en leur demandant justement dans la préparation de l'entretien de choisir parmi plusieurs photographies qui seront photocopiées et qui seront accessibles aux candidats, de sélectionner 2 de ces photographies et ensuite de venir nous en parler, de venir nous dire pourquoi ils ont choisi ces 2 photographies. Alors là, ce n'est pas un cours, on ne s'attend pas à un cours d'histoire de la photographie, d'histoire de l'art, il faut surtout, c'est pas ça du tout l'objectif. C'est plutôt que ce soit un support qui permette à l'étudiant de commencer à s'exprimer
de nous raconter pourquoi il a choisi ces images. Alors, ça peut être des raisons très personnelles, ça peut être parce que ça lui évoque telle chose, ça peut être parce qu'il observe dans les photographies des choses qui l'intéressent, ça peut être la composition de la photographie qui l'intéresse. Ça, c'est une sensibilité personnelle hein, qui vous fera certainement réagir à ces photographies-là. Et donc, ça permet pendant 5-10 minutes, ça dépend de chaque oral, hein, chaque jury, parce que donc, il y a, pour l'organisation de ces concours, 7 ou 8 jurys en parallèle. Et donc, c'est une sorte de premier moment. Ensuite, le reste de l'entretien, je ne peux pas trop vous dire ce qui se passe parce que c'est variable à chaque fois, mais en tout cas, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on demande à l'étudiant de nous rapporter des productions personnelles. Alors, je pense que c'est important de bien préciser parce que j'ai l'impression que ça vous pose question. Quand on demande aux étudiants aux candidats de rapporter un dossier personnel, c'est surtout le mot personnel qu'il faut garder. C'est-à-dire c'est surtout quelque chose que l'étudiant a envie de nous transmettre. Il a envie qu'on en parle, sinon ça ne sert à rien qu'il nous ramène. Donc, c'est un choix de sa part. Donc, ça peut être des travaux réalisés dans le cadre du lycée, par exemple, pour des lycéens, mais pas forcément. Ça peut être des choses réalisées en dehors, ça peut être lié à des pratiques personnelles, ça peut être lié à des pratiques sportives, artistiques, ça peut être lié à un travail personnel qu'on a réalisé sur tel ou tel auteur ou telle chose, je ne sais pas. Je ne veux absolument pas vous guider parce que tout est possible et ce qui compte, c'est que ça vous intéresse vous et que vous avez envie de nous en parler. Ça peut être des choses réalisées in situ. Imaginons par exemple, vous avez, je vais prendre exprès un exemple ridicule, mais vous avez fabriqué un truc en neige et vous voulez nous transmettre, ça peut être un travail photographique sur ce travail. C'est pas ridicule d'être avec la neige, mais c'était pour vous donner un exemple auquel peut-être on ne pensait pas directement. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce qui compte, c'est que le candidat nous apporte quelque chose. Ça, c'est important parce que nous, on rencontre l'étudiant, on va lui poser des questions et à l'inverse, l'étudiant, il a aussi envie de nous proposer quelque chose. Donc, je pense que pour guider un peu les candidats, essayer d'être personnel et d'être un peu solide sur pourquoi vous apportez ces choses, de vous être posé la question du pourquoi. Ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est pas une bonne raison. C'est pour raconter quelque chose qui vous avez envie de raconter. Et après, bien sûr, tout est libre en termes de format. Vous pouvez apporter plusieurs choses. Ça peut être des cahiers, des carnets, ça peut être des papiers, ça peut être des choses en volume, ça peut être des choses sonores. Tout ça, c'est libre. On va se servir de cette production personnelle pour échanger avec le candidat. Et voilà, encore une fois, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans l'oral parce que chaque oral est différent, mais ça peut prendre plus ou moins de temps. En tout cas, on va aussi profiter de ce moment d'échange pour poser des questions plus générales à l'étudiant. Donc, le jury est libre, évidemment, de poser toutes les questions qu'il souhaite. Mais disons qu'il y a quand même des familles de questions qui sont un peu classiques, notamment sur la question de la curiosité, de la personnalité, et d'autres questions plutôt sur la motivation. Ça, c'est quand même deux choses, je pense qu'il faut quand même y réfléchir avant d'arriver. Après, il peut y avoir des questions surprenantes. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur. Un oral, c'est une rencontre. Moi, vraiment, j'aimerais vous rassurer là-dessus. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une leçon qu'on attend de votre part avec toutes les cases qu'il faudrait cocher pour que vous ayez l'air du parfait candidat. Ça n'a pas de sens. Voilà, l'entretien, il est noté sur 50 points. Et il vient compléter donc une note sur 100. Donc 12 pour l'anglais, 38 pour le dessin et 50 pour l'entretien. Et ensuite, ça permet d'éditer un classement. Et on a 30 places en première année. Et puis ensuite, il y a une liste complémentaire. Il y a une note éliminatoire, c'est-à-dire que si les candidats n'ont pas plus de 50 ou plus de 50, ils ne sont pas admissibles. Donc, c'est ce qui clôture, si vous voulez, la liste complémentaire. La liste complémentaire va être composée de tous les candidats qui ont entre 100 et 50 points, et avec les 30 premiers qui sont reçus d'office, et puis en fonction de certains désistements, ça arrive, on va chercher dans la liste complémentaire. C'est ça, j'ai pas dit de bêtises, Patia. Après, il y a tout un dossier, faut s'inscrire. Les candidatures, ça passe par Parcoursup, je pense que vous connaissez. Donc, il y a un calendrier. Donc, à partir du mois de janvier, je pense que c'est la découverte des formations proposées. Ensuite, le choix et après la validation. Une fois que vous validez, par exemple, une formation, du coup, nous, dans notre plateforme, on récupère les dossiers. Et puis, voilà, on vous envoie la convocation pour le concours. Mais tout se passe par Parcoursup. Et les propositions à la fin, les admissions et les candidatures. Oui. Est-ce que toutes les personnes qui candidatent sur Parcoursup sont invitées au concours? Oui. Oui.
Il n'y a pas de il y a pas de présélection. Tous ceux qui valident notre formation, ils sont convoqués au concours. Si je peux préciser par rapport au dossier scolaire, alors le dossier scolaire, on y a accès au moment de l'oral. C'est-à-dire que Fatia prépare des dossiers pour chaque candidat dans lequel on a accès au dossier scolaire. Mais comme le racontait Julie Amadea ce matin, je ne sais pas si vous étiez là, mais qui est une ancienne élève, elle disait ici on est là pour grandir, on ne va pas confirmer ce qui s'est passé ou pas au lycée ou avant, il y a des parcours individuels, donc ici on est là pour, c'est le début de quelque chose. Donc le parcours, le dossier scolaire nous intéresse assez peu. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le lire, je ne peux pas vous le promettre, puisqu'il est fourni à chaque jury, donc le jury est libre de le consulter ou pas. Mais il ne fait pas partie, a priori, de notre évaluation. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur ce premier concours, avant qu'on aille plus loin? Oui. Oui, désolé, je pense que 16 heures, Moi aussi. Qu'est-ce que vous attendez dans l'entretien comme genre de pièce? Alors, c'est complètement redondant, parce que je viens de le dire. Mais donc, je le redis, je vais essayer d'utiliser d'autres mots pour pas que ça ennuie les autres. Mais donc, le mot dossier scolaire, je pense que ce qu'il faut... Pardon, le dossier personnel, ce qu'il faut garder, c'est le mot personnel. C'est-à-dire qu'en fait, on attend une production personnelle de l'élève qu'il a envie de nous transmettre. En fait, je répète la même chose, pardon. Mais, donc, c'est un choix de l'élève de constituer des choses qu'il a envie de nous présenter. Alors, ça peut être de tous ordres. Ça peut être des choses réalisées à l'école. On peut imaginer, par exemple, sur art plastique, ou je me souviens, à mon époque, il y avait des travaux pratiques. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être aussi de la bio, enfin, c'est pas forcément de l'art plastique, de la couture, etc. Ça peut être plein de choses aussi que vous réalisez, que les candidats réalisent en dehors de l'école, ou avant, ou de manière personnelle. Et ce sont des productions qui peuvent être récupérées d'autres tailleurs, mais ça peut être aussi des productions qui sont réalisées exprès pour le concours. Ça, les candidats sont parfaitement libres, évidemment, de ça. Après, je faisais un petit point sur les documents. Quand on dit dossier personnel, ça ne veut pas forcément dire le dossier relié en spirale avec la truc plastique devant et le carton derrière. Ça peut être des choses, des carnets, des cahiers, des choses en volume. Ça, c'est l'étudiant, enfin, c'est le candidat qui choisit ça. Et ce n'est pas forcément en relation directe avec le paysage non plus. Ce n'est pas forcément le projet de jardin, mais ça peut être aussi un projet de jardin. Mais ce n'est pas forcément, en fait, voilà, il ne faut pas essayer de cocher des cases. Il faut essayer de, je pense que si j'essaie de mettre dans la tête du candidat, je pense qu'il faut qu'il ait envie de parler de ce qu'il va nous rapporter, parce qu'on va en parler. Et du coup, il faut qu'il ait envie d'en tenir un discours et qu'on puisse discuter avec lui sur ce dossier. Donc voilà, le mot dossier, ne le prenez pas au sens au pied de la lettre. Ça peut être aussi, c'est ce que je disais, des choses in situ qui ont été réalisées quelque part et dont on a gardé des traces, des photographies, etc. Ça peut être, on a déjà eu des choses sonores, enfin bon, ça peut être plein de choses, quoi. Et disons que c'est un petit éclat, enfin je dirais que c'est un petit éclat de la personnalité du candidat. Je fais un peu ça comme ça. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Est-ce qu'on peut poser des questions? On est en visio. Je suis en visio et du coup, je voulais poser une question sur le dossier aussi. Est-ce que du coup, ça peut être des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec le jardin? Enfin, qu'est-ce que vous attendez comme relation avec justement le jardin, le végétal, etc. Ou est-ce que dans ce dossier, il peut y avoir des choses qui n'ont pas forcément un rapport direct? Il me semblait juste l'avoir dit juste avant, mais peut-être je me suis mal exprimée. Mais ça n'a pas forcément de rapport avec le paysage ou les jardins. C'est lié à toute forme de curiosité du candidat. Et le principal, c'est que le candidat ait envie de s'exprimer sur ses productions personnelles. Donc, ce n'est pas forcément un travail d'analyse d'un jardin ou du travail de son propre jardin. Ça peut, mais ça n'est pas forcément. Non, c'est très libre. Il n'y a pas du tout de... On a essayé de le démontrer un peu toute la journée. La question du paysage, elle est tellement croisée et décloisonnée que ça peut toucher à des questions, je ne sais pas, de climat, de rapport aux autres, de rapport aux vivants, de rapport à l'espace. Enfin, c'est tellement vaste que le candidat est parfaitement libre de choisir ce qu'il a envie d'apporter lors de cet entretien. Et il peut apporter plusieurs choses. Alors bien sûr, il faut se rendre compte qu'évidemment, s'il rapporte 10 choses différentes, on n'aura pas le temps d'une demi-heure d'en parler, donc il faudra quand même qu'il choisisse
mais il a le droit d'apporter plusieurs choses. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, oui, merci beaucoup. Oui, 2 autres questions, allez-y. Si le lycéen il postule, enfin, il s'inscrit sur Parcoursup pour les différentes écoles, s'il s'inscrit pour Blois, pour Bordeaux, pour Paris, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il a possibilité de passer les concours d'admission dans les différentes écoles? Est-ce qu'il y a des classes prépa dans les autres écoles aussi, enfin, les premières et deuxième années? Oui, il peut passer plusieurs concours. Normalement, sur Parcoursup, vous avez le droit à 10 choix. Donc, vous êtes libre de choisir de passer le concours d'autres écoles. Il y a une restriction à ce niveau-là. Mais peut-être pour préciser, donc il y a effectivement des classes préparatoires dans les autres écoles, à Bordeaux et à Lille. Enfin, je ne suis pas là pour vendre les autres écoles, mais je peux quand même en parler. Et il y a depuis peu une classe préparatoire aussi à Versailles. Et donc, bien sûr, les candidats peuvent passer plusieurs concours. Et c'est généralement ce que les candidats font. Hein. Ils peuvent passer les concours aussi à l'école du paysage et dans d'autres formations, dans d'autres. Bien sûr, souvent c'est souvent le cas. Et nous, en tout cas, on s'engage évidemment à ce que chaque candidat inscrit puisse avoir accès au concours dans les mêmes conditions que les autres. Oui. Oui, généralement, quand j'envoie la convocation pour le concours, donc généralement c'est par mail, donc j'envoie avec une liste de matériel à apporter le jour du concours. Qui se résume à des papiers, donc généralement du format raisin ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas non plus prohibitif en termes de. Non, on dit ça prohibitif en termes de prix et c'est quelques outils pour dessiner. Et il y a des étudiants, des candidats qui viennent par exemple d'école d'art et ça, qui vont arriver avec 1000 trucs. Mais déjà, juste avoir un bon crayon, une bonne gomme, c'est bien. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans la surenchère du matériel, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, cette épreuve, c'est avant tout un chemin de 3 heures du candidat avec les enseignants et avec le sujet. Et donc, c'est pas tant le côté matériel et le suréquipement de l'étudiant qui compte. Ça, je préfère le dire parce que parfois, quand on a un peu peur, on prévoit tout pour être sûr. Et en fait, je pense qu'on perd plus de temps et d'argent qu'autre chose. L'année dernière, on avait 193 choix et on a eu 120 candidats qui ont confirmé leur choix sur Parcoursup. L'année dernière, on avait 120 qui sont présentés au concours. Généralement, oui, c'est autour de 100, 120, 130 qui viennent chaque année passer le concours. Et vous en avez retenu combien? 30. On a 30 places. 30 places, et puis il y a la liste complémentaire aussi pour certains qui passent d'autres concours dans d'autres écoles. Ils font leur choix, peut-être par rapport à un classement, par rapport à un talent. Et du coup, il libère la place pour d'autres, pour ceux qui sont dans la liste complémentaire. Est-ce que c'est bon pour ce concours d'entrée en première année? Donc ensuite, il y a 2 autres voies, comme je vous le disais, qui sont des voies pilotées par le secrétariat du concours commun, qui sont organisées par les 4 écoles. Donc une voie qu'on appelle la voie externe, qui permet d'entrer directement en BEP1, donc en 3e année, et qui permet d'entrer dans une des 4 écoles. C'est bien, c'est le principe du concours commun. Pour répondre à la question tout à l'heure, là, ce n'est pas un concours par école, c'est un concours pour les 4 écoles. On passe une fois le concours pour les 4 écoles. Donc, c'est un concours qui a changé récemment. Avant, il y avait une épreuve d'admissibilité avec un premier laps de temps ensuite pour sélectionner les candidats qui pouvaient ensuite passer l'admission. C'était très long pour vous, pour les candidats comme pour nous. Heureusement, toutes les écoles se sont récemment mises d'accord pour alléger un petit peu cette procédure. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une seule épreuve d'admission. Enfin, je veux dire, il n'y a plus qu'une seule... un nombre d'épreuves, mais une seule fois, quoi. Il y a une seule étape. Alors, il y a plusieurs épreuves. La première, me semble-t-il, c'est une épreuve de... Alors, tout ça est très bien décrit dans le petit document qui est en bas. Donc, si jamais vous voulez plus de détails que ce que je ne peux vous donner à l'oral, il ne faut pas hésiter. La première épreuve, c'est avant tout une épreuve de ce qu'on appelle dossier documentaire.
C'est-à-dire que les candidats vont avoir entre les mains un corpus de documents choisi par une équipe variée et pluridisciplinaire des 4 écoles, des enseignants, qui fait là pour le coup vraiment référence au paysage. Là, on est en 3e année, donc c'est beaucoup plus, entre guillemets, déjà un peu plus circonscrit. Il me semble que le thème cette année, c'est nouveaux paysages, nouveaux objets. Donc, la thématique du dossier documentaire sera liée à ce thème. Le candidat doit réfléchir, doit lire, comprendre, regarder les documents qui lui sont transmis et doit ensuite, je crois, composer un travail écrit et composer aussi un travail dessiné. Donc, c'est 2 épreuves en une, si vous voulez. C'est une épreuve de travail. Enfin, les documents servent à 2 épreuves, une de dessin et une plutôt d'écriture. Et dans l'épreuve d'écriture comme dans celle de dessin, vous pouvez à la fois apporter ce que vous avez compris du corpus documentaire, mais vous avez le droit aussi de vous exprimer de manière personnelle. Enfin, c'est important aussi de se dire que c'est aussi des épreuves dans lesquelles on peut transmettre de la sensibilité personnelle. Et puis, il y a une autre épreuve importante qui est c'est une épreuve d'entretien, qui est devant un jury composé d'enseignants des différentes écoles. Et dans cet entretien, c'est pareil, me semble-t-il, le thème, il y a le même thème, nouveaux paysages, nouveaux objets, si je ne me trompe pas. On va vérifier tout ça dans le règlement du concours, vous retrouverez tout ça. Et donc là, c'est aussi un entretien de 30 minutes, ouais, ou de peut-être un peu moins, 25 minutes. D'échange avec le candidat. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que justement, c'est quelque chose qui est piloté de manière collective. Donc, moi, je ne sais pas bien comment ça se passe à l'intérieur de chaque jury, mais c'est une épreuve où, là aussi, on cherche la curiosité, la motivation et la personnalité de l'étudiant, du candidat. Vous trouverez tout ça de manière très claire dans le règlement du concours qui est, comme il est commun, il est extrêmement détaillé pour que tout le monde soit bien d'accord. Donc, tout ça, c'est parfaitement accessible. Il y a une autre modalité importante, c'est le fait de fournir une certification dans une langue européenne de niveau B1 minimum. Donc, ça peut être l'anglais, mais ça peut être autre chose. Et pour ça, c'est à fournir avant le dépôt, en même temps que le dépôt du dossier. Donc ça, c'est pareil, c'est décrit de manière précise dans les documents. Donc ça, c'est la voie externe. Donc une fois que les candidats passent les épreuves, ils vont avoir des résultats. Et s'ils sont classés, ensuite, ils peuvent faire des vœux entre les écoles. Et ensuite, selon leur classement, ils peuvent être affectés à une ou une autre école. Donc les candidats choisissent les écoles. Ils ne sont pas obligés de choisir les 4. Ils peuvent en choisir qu'une. Mais ils peuvent aussi en choisir plusieurs. Et dans ces cas-là, ils classent leurs vœux. Donc nous, on a 6 places pour entrer en 3e année. Une fois que les élèves sont en 3e année, donc en tout cas chez nous, ils suivent, je ne parle pas au nom des autres écoles, mais ils peuvent suivre du coup le déroulement de l'année, enfin du cycle, exactement comme un autre étudiant de 3e année, et ça se passe généralement très bien. J'ai oublié de préciser, mais je pense que vous aviez compris que pour passer le concours en 3e année, il faut certifier d'une formation minimum de Bac+2, certifié Bac+2. Donc c'est 120 crédits ECTS, pour parler avec notre monnaie européenne. Et donc, on a une dernière voie d'accès qui s'appelle la voie d'admission sur titre, qui est aussi une voie pilotée donc, par l'ensemble des écoles. Et donc, c'est une voie qui permet d'entrer en 4e année directement, DEP2. Et donc, cette voie d'accès, c'est d'abord un dossier assez conséquent qui doit faire état à la fois de la formation de l'étudiant, parce que là, on attend quand même, pour rentrer en DEP2, on attend une formation solide, qui peut être élargie, mais qui doit quand même être solide sur notamment la conception spatiale. Il faut quand même un niveau de 3e année en conception spatiale. Enfin, moi, en tout cas, à Blanc, on est assez exigeant avec ça. Et c'est un dossier aussi qui fait état, évidemment, de sa motivation, de sa personnalité. Donc, c'est un dossier envoyé en PDF, qui comprend du texte et des images. Et ensuite, chaque école étudie ses dossiers. Alors, les étudiants, pareil, font un choix, un vœu. Ils peuvent choisir une école, plusieurs écoles, et dans ces cas-là, toutes les écoles les écoles qui ont été demandées reçoivent le dossier, l'étudient. Et ensuite, les écoles peuvent décider soit de recevoir directement, de considérer que le candidat
est admis, ou alors peuvent demander un entretien complémentaire, non obligatoire, mais c'est possible à la demande de l'école. Alors, juste pour préciser, nous, on est assez exigeants. Je pense que c'est important quand même de le dire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont concernés par cette voie ici. S'il n'y en a pas trop, je ne vais peut-être pas délayer. Mais voilà, nous, on est exigeants parce qu'on veut absolument que les étudiants soient solides en conception spatiale pour qu'ils puissent être à l'aise en 4e année. On est quand même déjà sur l'échelle du grand territoire. Donc, tous les exercices qui aident à la conception spatiale du projet sont principalement en 1e, 2e et surtout en 3e année. Donc voilà, il faut que l'étudiant ait déjà une formation solide. Sinon, ce serait le fragiliser. Et ensuite, notre 5e année, je vous l'ai déjà dit, je crois, ce matin, c'est quand même une année de diplôme assez autonome, ou encadrée mais autonome, et où il faut que les étudiants soient à l'aise, en fait. Sinon, on repousse on peut mettre l'étudiant en difficulté. Donc, c'est pour ça que, voilà, nous, pour l'entrée en DEP2, on est exigeant et on conseille, si jamais les candidats n'ont pas trop d'expérience en conception spatiale, de pencher quand même plutôt vers la voie en 3e année. Ou en 1re année, si jamais ça. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur ces deux voies-là? Oui. Alors, si on n'est pas pris au concours en 1re année, déjà, on peut repasser l'année suivante, ou l'année d'après, et ainsi de suite. Pour entrer en 3e année, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de chaque étudiant. Ce serait intéressant que tu discutes avec des étudiants. Je ne sais pas si tu discutes avec des étudiants de 3e, 4e ou 5e année, que tu as rencontré des étudiants qui sont arrivés en 3e année. Parce que parfois, on a des candidats qui viennent, qui n'ont pas du tout fait d'études dans le domaine du paysage avant. On a des candidats qui viennent du tourisme, des candidats qui viennent d'anthropologie, des candidats qui viennent par exemple, on a une étudiante qui était dans les soins, je crois qu'elle était thérapeute et elle a une 30aine d'années, elle est venue à l'école. Donc, quand tu rentres en 3e année, tu as vraiment les 3 ans pour approfondir. C'est peut-être un petit peu plus difficile en début de 3e année pour bien comprendre tout ce qui se fait à l'école, mais assez vite, en fait, voilà, l'encadrement est suffisamment important pour que ça se passe très bien. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir, par exemple, je ne sais pas, une formation vraiment liée au paysage lors des 2 premières années que tu devrais faire pour te préparer à la 3e année. Donc après, je pense que ça dépend vraiment aussi de sa personnalité. Est-ce qu'on a envie de passer ces 2 années plutôt de manière pratique, avec des formations qui seraient plutôt dehors, avec, je ne sais pas, une formation sur la protection de la nature, enfin, ça peut être plein de choses, un unité assez concret, ou alors au contraire, est-ce qu'on a envie d'études en sciences humaines, en philosophie, en anthropologie, en histoire de l'art? Ça peut être vraiment des choses variées. Je pense que dans tous les cas, il faut garder la curiosité liée à l'école, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer ce matin, c'est-à-dire le croisement entre sciences humaines et sciences du vivant. Mais on n'est pas obligé d'être un maths en écologie pour entrer en 3e année. Je ne sais pas si ça te rassure, mais, parce qu'en fait, je réouvre tous les possibles, mais il n'y a pas de voie royale pour entrer en 3e année. Je pense qu'il faut construire sur ce qu'on a fait avant, parce qu'il faudra s'appuyer sur ce qu'on a fait avant pour avancer. Et donc, il faut construire sur ce qu'on a fait avant et se sentir motivé pour bifurquer ou continuer quelque chose en cours. Il n'y a pas d'erreur. En fait, je ne pense pas qu'on puisse faire d'erreur Si tu n'as pas le concours en 1re année, je ne crois pas que tu puisses vraiment faire une erreur d'orientation en choisissant une autre formation pendant 2 ans. Après, il faudra se préparer au concours en 3e année, il faut se renseigner sur comment ça marche, il faut continuer peut-être à regarder les choses, à voir des lieux, à continuer à rester curieux, etc. Mais je suis quasiment sûre que même si tu faisais j'y vais un peu dans le truc un peu, mais même si tu faisais de la pâtisserie, ça pourrait être tout à fait intéressant, de la cuisine, tu vois. Il y avait une autre question. On a des questions sur la distance après. Il y en avait une derrière, non? Il y avait une monsieur qui avait une question. Est-ce qu'il existe aussi une filière VAE ou VEA? Reformule la question, les gens n'entendent pas. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un système de validation des acquis d'expérience à l'école du paysage? La réponse est non, mais c'est en cours. Il y a un gros travail, c'est en cours, c'est au tout début d'être en cours. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait justement entre les différentes écoles, entre les ministères, parce que bon, je vous épargne les détails, on est quand même sur 3 ministères différents entre les 3 écoles. Culture pour les 2 écoles d'archi, agriculture pour Versailles et nous,
c'est l'enseignement supérieur. Donc déjà, il faut que tout le monde soit toujours d'accord. Enfin, bref, il y a tout un travail de fond qui est en train d'être réfléchi justement sur cette question de la validation des acquis d'expérience, notamment parce qu'il y a de plus en plus de professionnels qui reviennent nous voir pour nous demander un peu voilà, comment ils pourraient valider un certain nombre de choses et obtenir le diplôme et le titre de paysagiste concepteur qui, comme je vous l'ai dit, est maintenant protégé. Donc, il y a de plus en plus de professionnels qui se posent la question, qui ne sont pas paysagistes concepteurs et qui se posent la question de comment pouvoir avoir une validation des acquis d'expérience. Donc, c'est un sujet brûlant, c'est ça que je veux dire, mais pour le moment, non, il n'y a pas de dispositif en place. À voir. Il y avait une question, après on prendra une. Oui. J'avais une question sur les transferts des écoles. Si on n'est pas pris dans une école qui fait les 2 années CPP, est-ce qu'on peut demander à faire un transfert? Alors oui, ça c'est un dispositif tout à fait existant, c'est une très bonne question. Alors donc, il y a ce qu'on appelle, je ne vous en ai pas parlé parce que ça fait des tas de choses compliquées à expliquer, mais il y a ce qu'on appelle la voie interne qui est pilotée aussi entre les 4 écoles et qui permet à des élèves en fin de CPEP2, dans toutes les écoles, de passer soit en 3e année dans leur école, donc évidemment c'est très facile quand c'est dans l'école, soit de demander une mobilité et de changer d'école. Voilà, c'est ça, mais uniquement à travers cette voie interne. C'est-à-dire que par exemple, on n'organise pas de transfert, donc c'est uniquement à la fin de la 2e année. On n'organise pas de transfert, par exemple, en 3e, en 4e année, ou même entre la 1re et la 2e année. Le seul moment, en tout cas à Blois et vis-à-vis des autres écoles, encore une fois, je ne parle pas à la place des autres écoles, mais la seule voie pour changer d'école en cours de cursus, c'est cette voie interne en fin de 2e année. C'est plus facile, parce que justement, la voie interne permet, c'est plus facile. Par exemple, on a pas mal d'étudiants qui nous arrivent des autres écoles. Nous, pour le moment, en tout cas, et ça peut arriver, ce sera très bien si ça arrive, mais on n'a pas d'étudiants qui quittent notre formation pour changer d'école, c'est plutôt l'inverse. Mais c'est un dispositif simplifié, si tu veux, pour rentrer, pour changer d'école. En fait, on réserve des places. S'il y a des places disponibles, c'est assez. Donc, l'élève fait un choix, enfin, fait un vœu ou des vœux, fait une demande, et s'il y a de la place dans l'école qu'il a demandé, il peut être transféré. Alors, j'ai un petit doute. En fait, il me semble que nous, on a 6 places. En fait, c'est une question de. En fait, on a 6 places pour la voie externe, et en fait, Ah, c'est ça, ça y est, ça revient. On a 6 places pour la voie externe, et ensuite, on a autant de places pour la voie interne. On donne un nombre de places pour la voie interne. Et nous, à Blois, mais je pense que c'est pareil dans les autres écoles, on réserve toutes les places pour nos élèves. Mais s'il y a des redoublements ou s'il y a des élèves qui ont quitté le cursus, etc., ça laisse des places vides, vacantes, et qui peuvent être occupées par des élèves des autres écoles. Donc, par exemple, l'année dernière, je crois qu'il y a quand même au moins 4 élèves d'autres écoles qui sont arrivés chez nous en 3e année grâce à cette voie interne. Oui. Je reprends ce que tu me disais. C'était des élèves qui étaient en CPEP2 dans une autre école et qui ont passé la voie, enfin, qui ont demandé en voie interne à changer d'établissement. Et nous, on avait de la place, donc on les a accueillis. On prend des questions en ligne, c'est ça ? Il y avait une des questions qui était sur ce point-là, donc tu y as répondu. On a 2 autres questions un petit peu pointues. Pour le dossier personnel, combien de documents doit-on ramener ? Et quel est le niveau pour accéder au concours commun? Alors, la réponse, elle est. Alors, pour le dossier personnel, là, je pense que c'est pour le concours en 1re année, il n'y a pas de limite. Mais encore une fois, c'est au candidat de se poser la question. C'est un entretien de 30 minutes. Donc, s'il y a 1000 pages à montrer, c'est peut-être un peu trop. Mais en même temps, ça se trouve, c'est l'objet même du travail d'avoir fait 1000 pages et qu'il est important de rapporter les 1000 pages pour que ça puisse raconter le travail qui a été fait. Je fais exprès à chaque fois de vous donner le contrepoint parce que je n'ai pas trop envie de vous guider. En fait. Je pense que ça, c'est vraiment à chaque candidat de se faire son chemin. Donc, on n'a pas ni de minimum ni de maximum. Le minimum, c'est d'apporter quelque chose. Et le maximum, il n'y en a pas trop. Il faut que ça rentre dans l'école, physiquement. Et il faut qu'on puisse en parler dans les 30 minutes. Mais voilà, ça peut être plein de choses variées. Donc, je ne peux pas trop répondre à cette question. Peut-être toi, tu peux répondre, Christophe. Tu as à peu près résumé ce qu'on veut sur tous.
Oui, on n'a pas tellement d'a priori. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ce soit des dossiers personnels. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de déceler la personnalité des candidats, leur motivation, surtout leur curiosité. On ne demande pas qu'ils soient doués ou talentueux. Ça, de toute façon, la formation derrière, elle est de bonne qualité. Et même en niveau de dessin, si la personne n'est pas très, très bonne en dessin, elle aura beaucoup de cours, donc elle apprendra à dessiner. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir la singularité, l'envie, l'énergie et la motivation. Donc, de ce point de vue-là, c'est ce qui prime. Il vaut mieux un dossier maladroit, mais vraiment personnel, plutôt que quelque chose qui aurait été préparé, tutoré dans le cadre d'un cours ou des choses comme ça. Nous, on cherche vraiment toujours, nous, à déceler cette singularité chez le candidat. Sur notre question, sur le niveau pour la voie externe, c'était bien voie externe, hein, c'est pas voie interne. Voie externe, donc il faut un niveau Bac plus 2 certifié, donc avec 120 crédits ECTS minimum. Bien sûr, ça peut être plus. Enfin, si les étudiants ont fait un master, autre chose, il n'y a pas de contre-indication. Ça, c'est pour pouvoir s'inscrire. Et ensuite, c'est ce que je disais au niveau du niveau, moi, mais peut-être que je ne dis pas la même chose que dans les autres écoles, mais je ne pense pas qu'il faille une très grande spécialisation dans le paysage. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se développer dans les 3 années, qui sont les 3 années d'études qui vont se passer à l'école. Par contre, je pense qu'il faut savoir un petit peu où on met les pieds. Donc, il faut quand même s'être bien renseigné, il faut peut-être avoir approfondi justement sa curiosité dont Christophe parlait au début, pour être un peu, déjà pouvoir répondre aux épreuves et puis aussi se sentir à l'aise quand ils vont être en 3e année, quoi, évidemment. Donc, je pense qu'il faut quand même s'être bien renseigné sur l'école, sur ce qui va se passer, sur le type de cours. Je pense que c'est quand même important. Et après, je le répète, pardon pour la dit, mais il faut certifier d'un niveau B1 dans une langue européenne au concours. Donc ça aussi, il faut bien avoir en tête, c'est une nouveauté. Enfin, c'est une nouveauté. Ça fait 2 ans, je crois. Enfin, ça fait 1 an que c'est le cas, c'est la 2e année. Du coup, ça vaut le coup d'être un peu vigilant à ça. Ça nécessite un tout petit peu d'organisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a par hasard des questions sur les stages? Parce qu'on a Stéphanie à côté de nous. Et est-ce qu'il y a rien à voir avec les voies d'accès, mais est-ce qu'il y a des questions sur les stages? Juste savoir si on n'est pas trop du milieu et qu'on ne peut pas trop perturber pour les bons de stage, est-ce qu'il y a des bourses de stage créditées par les entreprises dans les élèves à la Non, non. Alors, le stage, en fait, il y a une base de données avec plein d'entreprises. Il y a tout le réseau, il y a un grand réseau de connaissances entre les enseignants, les entreprises qui ont déjà pris des étudiants, des entreprises aussi. On commence à mettre ça en place en démarche où on va aller les solliciter, présenter l'école, dire est-ce que vous avez des stages qui pourraient correspondre à tel d'année, il y a telle problématique que vous pourriez avoir auquel un paysagiste peut répondre. Donc, ils ne sont pas seuls, même s'ils ne connaissent personne dans le paysage, je pense qu'il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Pour préciser, on a effectivement tout ce que vient de vous raconter Stéphanie, ce qui fait qu'on reçoit beaucoup d'offres de stage qu'on transmet aux étudiants ciblés. Donc, c'est facile pour eux de naviguer, de savoir si pour leur niveau, ce qu'ils vont faire, etc. Et puis, on a aussi un répertoire de stages où on compile tous les stages qui ont été réalisés depuis très, très longtemps à l'école. Donc, alors là, ils n'ont pas les détails des stages, mais ils connaissent du coup le nom des structures et là, ils peuvent faire des candidatures spontanées. Donc, les deux croisés entre les offres de stage, et on a fait un gros travail avec Stéphanie pour avoir plus d'offres de stage, justement, en touchant plus de personnes qui peut-être ne connaissent pas l'école ou pas les paysagistes, plus le répertoire des stages. Tout va bien et on n'a jamais de problème. Et puis, si jamais il y a des étudiants plus en difficulté ou un peu plus timides, on les accompagne évidemment. Il y a un référent stage aussi, donc Stéphanie pour l'aspect administratif et prospective. Et puis, il y a un référent stage enseignant à l'école qui discute quand il le faut avec les étudiants. Et puis, il y a tous les enseignants de projet. Donc, vous avez peut-être vu dans les ateliers, dans chaque atelier, il y a 2 enseignants de projet qui enseignent le projet, donc notamment Claire qui était là tout à l'heure en première année. Et eux sont aussi des professionnels. Pardon. Et donc, peuvent tout à fait conseiller l'étudiant qui ne sait pas trop est-ce qu'il vaut mieux partir en stage dans une structure en France ou à l'étranger, dans quel type de structure maintenant ou plus tard. Et donc là, les profs de projet sont tout à fait disponibles pour échanger avec eux.
Qu'est-ce que c'est le volume des stages, en wagon? Alors, c'est 12 mois minimum sur les 5 ans. Mais si vous voulez, je vais vous les traduire maintenant de manière précise. En première et en deuxième année, c'est 8 semaines de stage et les étudiants n'ont pas vraiment le temps d'en faire plus parce c'est en avril-mai. C'est au printemps parce que ce sont des stages pratiques et donc c'est là où on rencontre quand même le plus le monde végétal en pleine ébullition. Donc là, les étudiants sont plutôt encouragés à partir en jardin botanique, en réserve naturelle, là où ils vont être au contact direct avec les végétaux et qui vont pouvoir les transformer, les couper, les tailler, les multiplier, les semer, etc. Ensuite, en troisième année, quatrième et cinquième année, ce sont des stages soit en maîtrise d'œuvre, soit en maîtrise d'ouvrage, soit en recherche. Et après, je pourrais détailler ce que c'est que la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. En troisième année, ils partent 10 semaines minimum, mais ils partent mi-avril et donc ils peuvent partir tout l'été. Donc ça arrive que les étudiants partent 5 mois en stage s'ils le souhaitent. Ensuite, en quatrième année, c'est 2 mois, c'est 8 semaines. Avril-mai, pareil. Et là, il faut qu'ils reviennent en juin, parce qu'au mois de juin, ce sont les soutenances de diplôme de leurs camarades qui sont à 1 an de plus qu'eux. Et là, c'est essentiel que les quatrièmes années, enfin, toutes les années doivent voir les soutenances, mais c'est vraiment essentiel que les quatrièmes années voient les soutenances. Et puis après, il y a d'autres ateliers pédagogiques pendant l'été, enfin pendant le mois de juin. Et après, il y a le stage de cinquième année. Donc là, les étudiants sont en diplôme, enfin, sur leur travail de fin d'études, en gros de septembre à juin. Et ensuite, ils partent en stage professionnalisant pour terminer leur cursus. Et là, c'est 12 semaines minimum. Et c'est en gros entre la soutenance, donc, qui se situe généralement début juin, et la date limite la date d'expiration de leur statut d'étudiant, disons, c'est-à-dire le 30 septembre. Le 30 septembre, les étudiants ne sont plus étudiants à l'INSA. Et donc, il faut qu'ils fassent 12 semaines de stage entre début juin et fin septembre. Donc là aussi, on peut faire plus. Donc, c'est pour ça que je dis, au total, tout cumulé, sur les 5 ans, ça fait 12 mois minimum, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font un peu plus. Maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, il n'y a pas besoin de réexpliquer, on l'a expliqué plein de fois. Il y a encore des étudiants qui ne savent pas très bien la différence, mais ça change. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un truc en ligne, mais je le dis, tu verras ce que tu fais. On a une demande en ligne, mais ça fait un peu l'objet des présentations qui ont déjà eu lieu aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, Lolita, si tu veux en dire quand même 2 mots un peu rapidement. C'est pouvez-vous nous parler un peu plus de la formation et des débouchés professionnels? Donc, je pense que ça pourra se retrouver sur ce qui a été dit ce matin. Si tu veux juste en dire 2 mots rapidement, quand même. On peut rappeler que tu as enregistré les discussions de ce matin, donc les candidats ou les familles des candidats qui vont se renseigner pour entendre. Mais la formation, c'est compliqué de tout vous résumer là en quelques minutes. Oui, au revoir. Donc, je vous encourage vraiment à avoir l'enregistrement de ce matin parce que c'était vraiment le sujet. Après, par contre, sur les débouchés, je n'ai pas forcément énormément expliqué ce matin, donc je peux le faire maintenant. Donc, les paysagistes, déjà, c'est important de le dire, ils trouvent du travail très facilement. L'insertion professionnelle est très bonne. Et l'insertion professionnelle est très variée. C'est-à-dire que les étudiants ont le choix, et on l'a vu d'ailleurs là, avec toutes les présentations des anciens diplômés, les 4 qu'on a entendus aujourd'hui, c'est qu'ils ont le choix de changer aussi très facilement de parcours selon leurs intérêts, selon les opportunités, selon leurs envies de découverte. Alors, les débouchés, donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a aller travailler plutôt du côté de la maîtrise d'œuvre, justement, c'est-à-dire du côté de la conception et de la réalisation des projets. Donc là, ça peut être dans des agences de paysage, mais ça peut être aussi dans des collectifs, dans des associations de plus en plus, qui travaillent peut-être directement avec des usagers, des habitants, etc. Ça peut être dans des agences mixtes, avec par exemple des architectes, des écologues, des urbanistes, ça existe de plus en plus. Puis les étudiants, bien sûr, peuvent aussi aller travailler dans des agences privées plus spécifiques. Par exemple, on a des élèves qui travaillent dans des bureaux d'études environnementaux, très précis, parce que c'est ce qui vraiment les intéresse plus. C'est plus rare, mais ça arrive. Ensuite, on a, et de plus en plus, des étudiants qui parlent en maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est du côté des commanditaires, des gens qui passent les commandes et qui font qu'ensuite, il y a des bonnes commandes de maîtrise d'œuvre pour leurs camarades. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, les paysagistes travaillent un peu main dans la main et qu'un camarade d'une ancienne promo peut commander ensuite des commandes à quelqu'un, par exemple, qui sera en maîtrise d'œuvre. Et donc là, pour vous donner des exemples, c'est notamment les gens qu'on touche avec Stéphanie quand on fait des recherches de stage. Ça va être évidemment toutes les collectivités de France, donc les communes, les intercommunalités, les agglomérations, les métropoles, qui embauchent de plus en plus de personnes en interne pour gérer la conception des espaces.
Ça peut être ce qu'on appelle des sociétés d'économie mixte, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour les collectivités, mais pour aménager des lieux. Donc, c'est un peu comme si c'était des satellites des collectivités. Ça peut être ensuite des organismes publics comme je sais pas, le conseil départemental, les CAE, on l'a vu ce matin avec Julie Amadea, qui sont des structures de conseil aux collectivités, aux usagers. Ça peut être le conservatoire du littoral, pour ceux qui connaissent, ça peut être la région, ça peut être les syndicats mixtes de bassin versant qui gèrent les rivières, ça peut être les syndicats mixtes qui gèrent les rivières, ça peut être l'ONF, ça peut être l'Office français de la biodiversité, enfin, voilà, toutes ces choses-là. De plus en plus, ça peut être des réseaux liés à l'énergie, liés à la forêt, enfin, il y a plein d'endroits où les paysagistes peuvent être mis. Après, il y a des paysagistes qui vont avoir envie d'être vraiment proches de la concertation. Donc, comment on fait pour faire fédérer des gens entre eux et qui vont peut-être se rapprocher des structures d'animation, voire même d'artistes. Il y a pas mal d'étudiants, on connaît, on recevait un ancien élève il n'y a pas très longtemps qui travaille beaucoup sur de l'occupation d'espace et comment rester en résidence un certain temps, notamment avec des designers et des artistes, on arrive à fabriquer un projet. Et puis aussi, il y a des étudiants qui continuent en doctorat, puisque c'est un niveau master avec beaucoup d'initiation à la recherche dans cette formation. Donc, on a par exemple trois étudiantes actuellement en thèse qui peuvent après devenir éventuellement enseignants-chercheurs ou devenir chercheuses dans des structures, dans des entreprises. Ça se développe pas mal. Qu'est-ce que j'oublie, Christophe, en termes de débouchés? Après, il y a des profils. En fait, c'est ce que vous racontez les anciens, c'est qu'il y a aussi plein d'anciens élèves que l'école a aidé à inventer des métiers, disons, et à fabriquer leur propre profession. Et des gens qui arrivent à croiser, je ne sais pas, l'alimentation et le paysage, qui sont devenus maraîchers, qui sont devenus itinérants. On a des profils parfois un peu étonnants comme ça et qui se sont servis de leur formation et qui essayent d'inventer quelque chose qui leur correspond et qui peut être un peu plus concret aussi. On a pas mal d'étudiants qui, après 10 ans d'exercice, deviennent agriculteurs. Il y a bien aussi cette voie-là, qui est celle de transformer concrètement les espaces, qui deviennent forestières. On a deux bûcherons, par exemple, qui sont venus il n'y a pas longtemps nous raconter quelque chose là-dessus. En fait, c'est souvent un cumul aussi d'activités. Pour penser à une ancienne élève, la Hélène Copin, qui est venue il n'y a pas très longtemps présenter son travail, elle est bûcheronne d'une part, elle est conseillère, enfin, elle travaille au sein d'un parc naturel régional à mi-temps, et puis elle a une activité d'illustratrice de manière personnelle. Donc elle fait ces trois activités et elle construit sa vie de cette manière-là. Donc je ne veux pas en faire un exemple, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a ces façons de fonctionner qui sont peut-être un peu plus souples où finalement les étudiants, enfin les diplômés ne mettent pas forcément tous les œufs dans le même panier et cherchent des activités variées pour peut-être mieux construire leur pratique professionnelle, peut-être plus à leur rythme aussi. Mais voilà, tout ça, c'est on a une enquête d'insertion professionnelle, j'espère qu'elle est en ligne, si elle n'est pas, on va la mettre. Ça vous donnera quelques chiffres aussi. Éventuellement, peut-être juste pour rajouter sur ce point-là, en fait, hein, on a vraiment vu évoluer la profession et les débouchés des étudiants depuis l'origine de l'école, depuis à peu près 25 ans. Et c'est effectivement, c'était la philosophie de départ de l'établissement dans la formation, de se dire qu'en fait, il fallait surtout apprendre aux étudiants à réinventer la profession, et c'est ce qu'ils font, puisque même maintenant, sur certains sujets de travaux de fin d'études, ils sont en avance sur nous, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des démarches prospectives sur des sujets innovants qu'on ne maîtrise pas encore complètement ici en termes de pédagogie, mais eux-mêmes sont déjà en train de défricher les professions du paysagiste du futur. Et en ça, on est assez content parce que c'est aussi ça que permet cette formation, justement, que nos élèves puissent déjà prendre les devants et effectivement devenir bien meilleurs que nous, ce qui est toujours le but de tout principe pédagogique. Oui. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question avant de... Les logements. Est-ce qu'il y a des logements en ligne, y a-t-il un internat et des logements étudiants? Est-il facile de se loger à Blois? Alors, il n'y a pas d'internat. Il y a des logements du Crous, des logements universitaires qui sont accessibles sur demande et selon les dossiers. Il y a beaucoup d'assistance au sein de l'INSA. L'INSA, c'est aussi une école qui essaye qui
travaille sur la question aussi de l'égalité des chances et donc qui essaye de soutenir éventuellement des situations individuelles. Et après, c'est facile de se loger à Blois parce que c'est une ville moyenne. Ce n'est pas la seule raison, mais je pense que c'est assez facile. Donc, il y a des appartements disponibles. Après, je sais, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais que nos étudiants, ils aiment bien très vite, soit dès la première année, soit dès la deuxième, s'associer en colocation pour partager les frais et puis surtout pour être avec les copains. Donc, on a des étudiants qui habitent seuls et on a des étudiants qui habitent dans des maisons, dans des appartements collectifs et qui se transmettent d'ailleurs de génération en génération. Donc, il faut peut-être en discuter directement avec les étudiants parce que c'est vrai que ça les regarde plus que moi. Je ne connais pas bien leur vie privée et tant mieux. Mais je crois que ça va. Ils n'ont pas de difficulté pour se loger. Blois, ce n'est pas forcément très cher, mais ce n'est pas non plus pas cher du tout. C'est pour ça que peut-être la colocation, c'est utile aussi peut-être à certains petits budgets. Il y a des bourses. Il y a des bourses, effectivement, ouais, il y a une fondation qui permet à des étudiants qui ont un profil un peu particulier, peut-être un petit peu plus sensible, d'obtenir de l'aide régulière, mensuelle. La fondation INSA, Centre-Val de Loire. Donc, la fondation Gaston Berger. Non, INSA, Centre-Val. Fondation INSA, Centre-Val de Loire. Et puis, il y a un fonds de solidarité, un fonds de soutien aux initiatives étudiantes et qui permet aux étudiants aussi de demander de manière par contre plus ponctuelle de l'aide. Soit pour un projet, soit parce que pour leur vie personnelle. D'autres questions dans l'ordinateur, non? Non. Dans la salle? Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère à bientôt.